Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour à tous, bonjour Joséphine et bienvenue sur le podcast de la grande famille. Bonjour Manuela, merci à toi de m'accueillir. Ravie de vous retrouver sur le podcast. Aujourd'hui, on accueille Joséphine qui est maman de 2 enfants, qui habite en région parisienne et qui est famille d'accueil au pair pour la première fois cette année. Et je te remercie Joséphine d'accepter de nous partager ton expérience de vie et puis comment t'es venue l'idée d'accueillir une au pair. Alors, comment m'est venue l'idée? Je crois que c'est ma cousine qui m'a parlé de vous en premier lieu. Elle a eu une expérience avec une au pair anglaise, pareil en région parisienne pendant 1 an. Les mamans de 3 enfants, c'était une parenthèse pour elle d'habiter en région parisienne pendant 1 an. Elle venait d'avoir son 3e et je crois qu'elle avait vraiment besoin d'être aidée et épaulée. C'était pendant une période particulière parce que c'était pendant le Covid et donc je crois que c'était difficile pour elle de recruter quelqu'un. Elle a élevé ses enfants à Londres, donc elle voulait vraiment garder l'aspect anglophone pour ses enfants. En tout cas, ses 2 autres enfants en bas âge, elle ne voulait pas qu'ils perdent l'anglais. Donc c'était très important pour elle aussi de continuer à avoir cette racine avec l'Angleterre via une au pair. Voilà, donc bref, elle m'a parlé de son expérience de manière extrêmement positive. Elle m'a dit que ça s'était très bien passé, que la jeune fille, il y avait eu un super feeling toute l'année. Donc voilà, et puis elle m'a parlé de vous, elle m'a parlé de Butterfly parce que voilà, je lui ai dit mais comment t'as trouvé, comment t'as fait, parce que moi ça m'intéresse, je voudrais prendre des renseignements. Voilà, après je vous ai contacté, je crois. Vous faites des super webinars 1 fois par semaine, je crois, quelque chose comme ça, Manuela. Et donc du coup, c'est vrai que direct, on rentre un peu dans les questions hyper pratiques, très techniques. Donc dès le départ, en fait, on peut se faire une idée assez précise. Et puis moi, je me suis dit qu'en étant accompagnée par vous, c'était assez facile en fait. Je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais être trop longue pour une première question. Elles ont quel âge tes filles, Joséphine? Elles ont 6 ans et 4 ans. Enfin, ma dernière vient juste d'avoir 4 ans. Donc, quand effectivement on a décidé d'avoir une au pair, elle avait 3 ans et demi, quoi, en petite section maternelle. Donc oui, pour tirer le fil aussi de ta première question, c'est pourquoi avoir une au pair, pourquoi choisir? C'est vrai que quand tu as 2 enfants en bas âge, c'est tellement confortable d'avoir une personne de confiance à la maison toute l'année. Enfin, pour une maman ou même des parents, c'est très confortable de pouvoir se reposer sur ce pilier en fait. Ce que tu n'as peut-être pas forcément auprès d'une nounou que tu prendrais comme ça, parce que parfois elle est malade, parfois elle a sa vie, parfois elle a ses empêchements, enfin c'est normal comme tout le monde. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un à la maison, c'est hyper confortable, quoi, parce que même si effectivement elle est un peu malade, tu sais qu'elle est là, qu'elle peut surveiller. Enfin, donc cet aspect quand même hyper pratique sur lequel tu peux te reposer tout le temps, c'est, j'avoue, un petit poids en moins quand même dans ton organisation pratico-pratique de tous les jours. Donc voilà, et c'est vrai que ouais, elles sont petites, donc le côté aussi d'avoir la jeune fille au pair qui est jeune, côté hyper dynamique, qui va vraiment être dans le jeu avec tes enfants. Et ça, je trouve ça super. Et du coup, là, mes filles, au bout de très rapidement, c'est la grande sœur, quoi. C'est la grande sœur qui vit à la maison. Donc voilà, c'est un autre aspect hyper positif quand tu as des enfants, en bas âge comme les miens. Mais j'imagine que ça doit être le cas aussi quand tu as des enfants un peu plus grands. Là, c'est la grande sœur qui habite à la maison. Ça prend combien de temps, ça a pris combien de temps pour toi pour que justement il y ait ce sentiment, comme tu le décris si bien, qu'elle soit devenue une grande sœur? J'imagine que ça dépend pas mal du caractère des enfants. Pour mon aînée, qui a 6 ans, elle est c'est quelqu'un de très sociable, donc elle connecte très très rapidement avec les gens et surtout avec les jeunes filles où il y a un rapport comme ça de garde. Ma cadette, par contre, elle est beaucoup plus sauvage. C'était moins évident tout de suite.
Donc, je dirais que pour ma grande, ça s'est fait vraiment, je pense, au bout de 2-3 semaines. Et pour ma plus petite, peut-être au bout de 2-3 mois, c'était un petit peu plus long. D'accord. Donc, là, au niveau des enfants, je pense que ça dépend de la personnalité. Et par contre, nous, au niveau des parents, moi, j'ai connecté beaucoup plus facilement, je pense, avec Camilla, parce que je suis beaucoup plus à la maison que mon mari. Donc, effectivement, j'ai beaucoup plus de rapports avec elle, j'ai beaucoup plus de petites discussions. Et mon mari, ben, il la voit principalement que le week-end. Tu vois, D'accord. tard à la maison. Donc effectivement, ça se fait de manière un petit peu plus longue. Et après, tu vois, là où on a vraiment assez connecté, je dirais que c'est pendant les premières vacances que tu passes avec elle, où tu as plus de temps. Là, on est parti au ski ensemble. Tu vois, à la montagne, elle est fan de ski absolu. Donc pour elle, c'était ses vacances rêvées. Et du coup, bah, là, c'est vraiment des moments de partage avec elle, parce qu'en plus, c'est dans un appart, tu vis vraiment avec elle. Donc c'était vraiment chouette. Voilà. Ouais, c'est top d'avoir ces moments de connexion et de partage fort et d'avoir un point en commun aussi fort. Ça arrive pas tout le temps, mais j'imagine que ça a créé une complicité entre vous. Exactement. Et du coup, je dirais ça dépend énormément des personnalités de chacun, des emplois du temps aussi, du temps que tu peux avoir à accorder à des moments un peu en famille ou tu l'inclus dans tes moments en famille. Mm. Donc voilà, ça dépend des personnalités, des plannings quoi, de chacun. Ton mari, il était OK sur l'idée et comment il accepte l'au pair? Ouais, il était OK sur l'idée dans le sens effectivement où tu as un côté très confortable d'avoir effectivement une personne à la maison tout le temps. Après, c'est vrai que lui, ses points d'inquiétude, c'était justement sur les temps de week-end, etc. Est-ce qu'on trouvera facilement chacun sa place? Parce que c'est vrai qu'il faut vivre avec quelqu'un que tu connais pas pendant 1 an. Donc c'est quand même la principale inquiétude avant de recruter, de choisir la personne. En fait, je dis recruter, c'est pas vraiment un recrutement parce qu'on se choisit quand même. L'au pair aussi, elle choisit la famille évidemment dans laquelle elle veut vivre. Mais du coup, c'est un peu la principale inquiétude, c'est est-ce que je vais pouvoir vivre toute l'année avec une personne que je connais pas? Est-ce que je vais être capable de l'accueillir dans les super moments comme des moments aussi un peu de stress que toi tu peux vivre dans ta vie professionnelle ou autre. Mais bon, après, je pense que, comme j'ai dit, on se choisit aussi. Donc, tu vois, je pense qu'on est super bien tombé de notre côté et du sien aussi. Ça se passe très très bien. Et du coup, c'est comme toute relation humaine, ça se fait aussi petit à petit dans le temps. Je pense que voilà, à partir du moment où tu communiques bien aussi, les choses se font, je dirais, normalement, petit à petit. Et ça ressemble à quoi votre rythme du quotidien? Alors, juste pour remettre dans le contexte, là, on est au mois de janvier. Votre au-pair, elle est arrivée au mois de septembre, c'est ça? Ouais, C'était votre première expérience. Donc, exact. quelle organisation, quel rythme t'as mis en place pour qu'elle trouve sa place et puis que tu arrives à trouver aussi, toi, ton équilibre? Et ben, ça se fait à deux aussi. C'est pas toi qui le fais tout seul, hein. C'est parce que t'as une personne en face qui a aussi des envies, qui a aussi son planning qu'elle a envie, tu vois. Elle vient en France aussi avec des objectifs. Elle vient en France avec son envie de découvrir ta région, ses environs, son envie de se faire des copains et des copines, enfin voilà, d'avoir aussi sa vie. Donc ça se fait avec l'au pair, c'est clair. Du coup, c'est aussi dans le respect. On va dire que les premiers week-ends, on était assez présents avec elle, pour elle. Je sais pas, on a fait des trucs, on est allé à la Tour Eiffel, tu vois, le week-end, c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Donc voilà, on s'est dit, bon, allez, on se refait la Tour Eiffel. Puis même, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, donc voilà. Et puis, je pense que c'est des marques qui montrent qu'on l'accueille vraiment, tu vois, dans la famille, que ça donne un peu le ton, je trouve, au démarrage, et ça lui fait sentir bien accueilli, et je pense que c'est important au début. Donc au départ, voilà, évidemment, on était assez présents, et puis petit à petit, quand elle a commencé ses cours de langue française dans une association spécialisée pour les au-pairs à côté de chez nous, elle a commencé à se faire des copains, etc. Il y a plein de groupes WhatsApp aussi d'au-pairs. Elle était très très en demande, évidemment, à 18 ans d'aller rencontrer d'autres personnes. Donc elle aussi, très très rapidement, à 18 ans en plus, ça se fait très très vite. Elle a rencontré des copines et les week-ends, rapidement, elle nous a dit je sors, je vais là. Alors au départ, elle me demandait l'autorisation trop mignonne, comme à sa maman. Est-ce que ça vous dérange pas si je sors et que je rentre à minuit et tout? Je dis bah non.
on s'envoie des petits messages, etc., des petits textos. Et puis maintenant, elle dit juste, bon, pour info, je sors là, on se revoit demain. Donc voilà. Mais pareil, ça se fait petit à petit. Donc du coup, voilà, il y a des week-ends où elle est carrément presque pas là. Et elle fait sa vie, et voilà. Et des week-ends où elle participe à l'anniversaire de ma cadette, où elle est là, où on se fait un dîner avec toute ma famille. Elle dîne avec nous avec grand plaisir. Donc voilà, c'est en fonction aussi de notre actu, entre guillemets, familiale. Et c'est important, je communique, je dis bah, tel week-end on reçoit la famille, donc voilà, dis-moi si tu déjeunes ou tu dînes, tel week-end on fait ci. Je lui donne quand même un peu à l'avance les infos pour qu'elle s'organise. Si elle n'a pas envie, elle fait sa vie, et si elle a envie, elle est la bienvenue. Je pense un élément important d'équilibre de la relation, et pour le voir et l'avoir expérimenté aussi, de la prévenir à l'avance et de lui laisser de la liberté comme vous le faites. J'ai le sentiment que ça se fait en grande confiance, qu'il n'y a pas trop d'inquiétude de ta part, en tout cas ça se voit pas. Et que voilà, elle puisse que la porte soit ouverte pour qu'elle puisse participer si elle a envie. Exactement. Dans ces petites missions, c'est quoi son quotidien à elle avec les enfants? C'est plutôt les sorties d'école, elle s'en occupe sur quel rythme? Ouais, elle fait en gros un peu tous les jours sauf le week-end. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, elle va chercher les filles à la sortie scolaire, comme ça elles n'ont pas l'étude. Elle s'occupe de jouer avec elles. Ma fille aînée, elle est en CP. Donc là, je suis assez en confiance avec elle pour qu'elle commence à faire un petit peu les devoirs avec ma fille de 6 ans. Elle commence à maîtriser beaucoup mieux le français, et quand on est en CP, c'est des petites lectures, des petites syllabes. Donc je commence un petit peu à lui déléguer les devoirs quand je ne peux pas le faire. Bain et repas. Donc ça, c'est 4 fois par semaine pendant les jours d'école. Sachant que les repas, en général, elle les amorce, et moi, je suis tout le temps là pour être avec les filles et les faire finir, enfin, qu'elles finissent de dîner. Okay. Et le mercredi, elle s'en occupe toute la journée, de 9h à 19h en gros. Enfin, elle fait les sorties aux activités à la maison. Elle est hyper créative, donc elle va tout le temps proposer des ateliers artistiques, de la peinture. Ça, c'est vrai. Enfin, les filles adorent, du coup, c'est génial. Et voilà. Et elle fait des petits trajets, souvent à pied, parce que les activités des filles, elles sont vraiment dans la ville, donc c'est facile. Voilà. Ah, mais ça, c'est génial. C'est hyper précieux qu'elle ait cette créativité et qu'elle ait cette autonomie et cette prise d'initiative que de faire des jeux avec les enfants. C'est quelque chose que toi, tu l'as initié et tu lui as montré, ou c'est venu spontanément de sa part? Pas du tout. Elle a un truc, un petit talent pour ça, quoi. Elle dessine extrêmement bien. Elle me l'avait dit même avant de venir que c'est vraiment ces deux qualités. C'était les ateliers créatifs, qu'elle aimait beaucoup ça. Et donc, vraiment, c'était un plaisir de faire ça avec les enfants. C'est pas du tout quelque chose, une obligation. C'est un truc qu'elle adore. Donc ça, c'est vraiment génial. Et elle adore cuisiner aussi. Donc, elle fait beaucoup de pâtisserie, etc. avec les enfants. Donc ça, c'est cool. Le mercredi, vraiment... elle arrive à les occuper toute la journée. Bon, après, c'est entrecoupé avec les filles, elles ont des cours de dessin, de la gym et tout. Donc, mais franchement, elle est, pour son âge, je trouve, extrêmement autonome, et la prise d'initiative, c'est constant, ça lui fait pas peur. Alors après, elle a une autre qualité que j'adore, c'est qu'elle communique extrêmement bien avec moi. C'est-à-dire que elle me dit tout, quoi. Vraiment, dès qu'il y a eu même un petit problème avec les filles, ou avant de prendre une décision, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, mais elle me demande quand même mon autorisation, etc. Quand il faut dire un truc à, je sais pas, une de mes filles qui lui a mal parlé, ou j'en sais rien. Donc, je trouve, hyper sage et très mature pour son âge. Ouais, c'est génial. Et Ouais. tu as un exemple précis de ce que à quoi ça peut correspondre? Par exemple, mon aînée, Maya, veut rester à la maison toute seule pendant les 5 minutes où Camilla, mon au-pair, doit s'absenter pour aller chercher ma cadette au cours de dessin. Mon aînée insiste, mais si, s'il te plaît, je peux rester toute seule, t'inquiète pas, c'est juste 5 minutes, etc. Donc Camilla sait que la réponse, c'est évidemment non, parce qu'elle a 6 ans, et que donc elle ne reste pas toute seule, même si c'est 5 minutes dans la maison sans surveillance.
Elle m'appelle, elle m'envoie un texto, juste pour information. Maya est très insistante, elle m'a fait une petite crise, elle pleure pour que je la laisse toute seule, mais n'est-ce pas? Je lui dis bien non. Voilà, c'est ce genre de petites choses, quoi. Ouais, c'est hyper attentionné et précautionneux de sa part que d'avoir le réflexe de te le dire. Et en plus, je trouve que c'est une clé de la confiance et de l'instauration de, voilà, de cet équilibre. Et elle aussi, pour faire respecter son autorité auprès des enfants, de pouvoir à chaque fois se rassurer et s'appuyer sur ton soutien. Exactement, exactement. Et à chaque fois que ça coince avec les filles et que pour pas rentrer dans une dispute, et je pense que justement c'est assez bien, c'est qu'elle dit ok, je suis pas d'accord avec toi, mais je vais quand même demander à ta maman. Et là, du coup, effectivement, avoir tu vois, le double aval et de la maman et de la jeune femme qui te garde l'enfant. Bon, voilà, c'est bon quoi. On passe à autre chose. Ouais. Je pense que elle aussi, du coup, ça, ce qui est assez malin et ce qui est assez intelligent, c'est qu'elle se garde un peu d'être trop en confrontation avec l'enfant. Mm. Attends, là, j'y arrive plus. En fait, moi, mon nom, il ne compte plus. Donc, ok, j'entends. Maintenant, c'est ta maman, en fait, qui va prendre la décision. Et du coup, elle sort un peu de la confrontation, tu vois, et de la future dispute avec l'enfant, ce qui est assez malin. Mm. Et du coup, c'est plus moi qui ai dit non, c'est ta mère. Ouais. Tu vois? Ouais. Elle ne dit pas comme ça, c'est pas du tout, elle le formule pas du tout. Mais je trouve que quand même, il y a un truc un peu malin comme ça. Du coup, comme elle passe beaucoup de temps avec les filles, c'est bien aussi qu'elle soit moins dans ce rapport de confrontation, tu vois. Et il y en a souvent avec les enfants parce Bien qu'ils sûr. quand même sur tout, Bien sûr. tout le temps. Euh, donc voilà, je trouvais ça assez malin de sa part. Ouais, Et c'est vrai. Et tu disais, Joséphine, elle est jeune parce qu'elle a 18 ans. Toi, c'était la première fois que tu as accueilli une au pair donc cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ta prise de décision, et comment tu as fait le choix d'une personne si jeune? Parce que tu as des enfants petits, ça a dû te questionner quand même. complètement. J'ai un peu hésité, c'est vrai, sur son âge. Après, je me suis imaginé, enfin, moi j'ai fait beaucoup de babysitting quand j'étais jeune, ado, et du coup, je gardais des enfants dans le même immeuble que le mien, 3 enfants en bas âge, et je faisais ça en fait tous les soirs, bain, dîner, et j'avais 16 ans. Et j'étais hyper responsable, hyper, enfin voilà. Et donc du coup, je me suis dit, ok, moi je l'ai fait en fait à 16 ans. Donc après, les parents étaient rassurés évidemment parce qu'on habitait dans le même immeuble et qu'il y avait mes parents dans le même immeuble, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, donc voilà. Donc je pense que on peut être très autonome et mature à 16 ans. Après, je me suis dit, elle a 18 ans, elle veut partir à l'autre bout du monde pour rencontrer une famille, une culture, une langue. Il faut avoir beaucoup de caractère pour faire ça. Il faut avoir une très forte personnalité. Il faut être autonome parce que tu quittes tes parents, tu quittes ta sœur, tu quittes tes amis. Donc, en fait, je me suis dit que rien que de vouloir faire ça, et donc c'est évidemment une personne qui fait des études, qui vient d'avoir son bac, qui se projette dans une vie universitaire parce que c'est une année de césure. Être jeune fille au pair, c'est pour évidemment, soit tu le fais après tes études avant de travailler, ou soit tu le fais entre tes études, c'est ce qu'elle fait. Donc c'est quelqu'un qui a la tête bien faite, et voilà, qui sait ce qu'elle veut. Elle est hyper ambitieuse. En fait, tous ces traits de caractère-là ont effacé le petit côté un peu négatif de son âge, parce que je me suis dit que c'était quelqu'un de très mature pour faire ça. Et après, j'ai discuté avec toi aussi, je t'ai fait part un peu de mes doutes, parce que j'avais rencontré 2 candidates, dont elle, que j'aimais bien. Et du coup, je t'avais demandé, oh là là, mais comment je peux faire mon choix? C'est quand même assez compliqué. C'est une grosse décision parce que c'est quelqu'un qui va garder mes enfants, puis c'est quelqu'un avec lequel je vais vivre pendant 1 an. Et tu m'as dit, tu le sais en fait. Tu vois, en discutant comme ça, non, mais en fait, tu me dis, en fait, je crois que tu sais qui t'as envie de prendre. Voilà, je sais pas, c'était au-delà du coup du point négatif un peu des 18 ans, qui en fait, je l'ai vite effacé, mais après, c'est le feeling, quoi, qui fait aussi que tu as trouvé la bonne personne. C'est tout ce que tu peux pas mesurer, quoi, tout ce que tu peux pas. Voilà, c'est juste une impression, quoi, une super impression. Ah, je me souviens très bien, et en effet, il y avait comme tu l'expliques parfaitement, dans toute décision, il y a un côté irrationnel, et dans ton choix, il y avait quand même une intuition qui s'orientait. Donc, en tout cas, c'est super que tu as l'air
totalement épanouie dans ton rôle de famille d'accueil et Ouais. ça fait vraiment plaisir à entendre. Bon, bah, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel et professionnel? J'aime bien en savoir un peu plus voilà, sur nos invités et je trouve ça toujours intéressant le parcours de chacun. Ouais, avec plaisir. Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne, tout à côté de Paris. J'ai fait des études en histoire de l'art et en management du marché de l'art. Après, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une grande entreprise spécialisée dans l'événementiel. Et donc, j'ai travaillé à organiser un très beau salon d'art contemporain qui s'appelle la FIAC, D'accord. qui avait lieu au Grand Palais tous les ans jusqu'à l'année dernière. Voilà, j'ai travaillé aussi pour d'autres très beaux salons comme Paris Photo, comme le Yachting Festival de Cannes, des événements magnifiques. Donc pendant 12 ans, je m'occupais du sponsoring. Donc j'allais chercher des entreprises pour sponsoriser les événements. Donc j'ai adoré cette partie de vie. Et puis il y a eu le Covid. Grosse parenthèse dans l'événementiel. Du coup, on n'a effectivement pas pu organiser l'événement pendant 2 ans. C'était assez difficile. Et puis après, moi, c'était aussi le moment ça faisait 12 ans dans la même boîte, donc c'était voilà, c'était bien. J'avais fait mon temps. Donc ça m'a permis aussi ce petit temps calme de 2 ans de réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Je travaille maintenant avec l'entreprise de mon mari qui fait de la promotion immobilière et qui a développé depuis 3-4 ans maintenant une partie habitation. Donc, sa société rachète des maisons en région parisienne avec des grands terrains. Et on fait de la division du coup parcellaire, on revend une partie des terrains en lot à bâtir. Et souvent, les maisons du coup existantes qu'on rachète, on les rénove entièrement pour les revendre. Et du coup, c'est ma partie. Moi, je m'occupe de la rénovation des maisons avec une entreprise tout corps de bâtiment. Donc, je m'occupe du réagencement de l'intérieur de la maison, de la déco, du homestaging. Ok. Voilà. Depuis 3-4 ans, je fais ça. Donc, à mon compte, je suis toute seule pour l'instant. Voilà, je suis très contente. C'est complètement un autre rythme, un autre métier. Mais c'est chouette. Du coup, c'est ma deuxième vie pro. La petite transition du Covid où j'étais au chômage partiel technique à la maison, ça m'a permis de m'occuper des filles. C'était en soi pas trop mal. Et du coup, là aussi, c'est le fait d'avoir quelqu'un à la maison, c'était aussi pour moi l'occasion et le moyen de me concentrer davantage sur cette nouvelle vie professionnelle, d'avoir plus de temps pour développer mon projet professionnel. Et ça, c'est possible effectivement quand tu as une super nounou sur laquelle tu peux compter. Sinon, c'est compliqué. Mais c'est vrai que je constate que certaines de nos familles d'accueil, un des bénéfices que peut avoir l'au pair, c'est de permettre d'équilibrer le temps pour chacun des parents à se consacrer à sa vie professionnelle parce qu'il y a quelqu'un de confiance avec une complicité forte et qui savent qu'ils peuvent s'appuyer sur elle et ça permet à tout le monde d'avoir son domaine d'expansion, j'ai envie de dire, sans avoir le sentiment de se sacrifier. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Et puis même, ça permet aussi d'avoir un petit peu de temps dispo pour toi. Je sais pas, aller faire une heure de sport. Tu vois, c'est vrai. C'est aussi pouvoir t'offrir ces petits moments-là dans la semaine, peut-être 1 heure par semaine ou 2, que tu peux pas en temps normal. Voilà, je le fais aussi. Tu vois, j'en profite pour faire mes 2 heures de sport par semaine sur le temps où j'ai mon au-pair qui s'occupe des enfants et c'est chouette. Et ça aussi, je le vois de nos mamans qui osent s'offrir du temps pour elles dans cette démarche-là parce que elles ont quelqu'un sur qui s'appuyer. Et est-ce que tu aurais, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile et qui nécessite quand même, selon les personnes, un certain. Enfin, moi, je sais que c'est un travail de m'autoriser du temps personnel sans culpabiliser, parce que je pourrais avoir tendance à culpabiliser et me dire, ben, vaut mieux que ce temps-là, je le mette à profit des enfants ou du travail ou d'autres choses. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour les mamans qui auraient envie de pouvoir équilibrer leur temps comme tu le fais et notamment s'offrir du temps perso?
bah, il faut se dire que le temps perso qu'on s'offre, c'est peut-être un petit peu moins de temps avec son enfant, mais le temps qu'on accorde quand même à son enfant, il est, j'imagine, plus bénéfique parce que toi, t'es plus reposé, tu t'es pris ton temps à toi, donc t'es apaisée, t'es un peu heureuse, et donc je dirais que le temps mais c'est plus du temps quali en fait. Peut-être que c'est un petit peu moins de temps, mais il sera peut-être plus quali. Parce que tu seras toi défoulé, tu seras apaisé, et donc ce temps que tu accorderas avec ton enfant, bah, tu seras à 100%. Alors que peut-être que tes 2 heures, et bah, tu aurais été à 50%, et tu vois, du coup ça équilibre un peu. Après moi je culpabilise pas parce que je me dis ben mes enfants, je passe du temps tous les week-ends avec elles, enfin le week-end on fait des choses ensemble, je me consacre à elles, je fais des petites activités, c'est clair quoi. Tous les soirs, je fais le dîner avec elle, je prends mes moments pour raconter la journée, évidemment, pour faire les histoires, pour faire le coucher. Enfin, c'est tout le temps nous qui le faisons, que ce soit d'ailleurs mon mari ou moi. Et voilà. Et le mercredi, j'essaie d'être là un peu plus tôt aussi pour profiter davantage d'elles le soir. Elles n'ont pas eu l'école, donc elles sont plus reposées, elles ont fait des activités. Donc déjà, tout le monde est mieux disposé, quoi. Vraiment, on est tous le mercredi en fin de journée moins stressé et énervé qu'un jour d'école ou de travail classique. Donc ça, le mercredi aussi, tu vas de rentrer un peu plus tôt et de les retrouver, c'est cool. Et voilà. Mais non, j'ai arrêté de me culpabiliser. Moi, je me culpabilise pas du tout. C'est chouette. Bravo. Quand tu as du temps où tu consacres entièrement à tes enfants, franchement, c'est quali et tu es 100% avec eux sans être sur ton portable ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien. Il faut pas, se flageller plus que ça. Tu as entièrement raison. Et c'est une belle leçon pour ceux ou celles qui nous écoutent que voilà, il faut pas se culpabiliser. Et ça, c'était ma petite pointe. Et en tout cas, c'est une belle leçon. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, voilà, un petit conseil à nous donner ou quelque chose que tu as envie de nous partager? Est-ce que j'ai un petit mot de la fin? Ouais, je pense que le petit secret, mais comme pour toute relation humaine, pour que ça se passe bien, c'est vraiment bien se dire les choses tout le temps et bien anticiper, quoi. C'est vraiment les deux. Et je pense que c'est ce qu'on fait avec ma jeune fille au père, et elle l'a, elle, super naturellement. Et je pense que c'est vraiment la clé de notre réussite d'entente sociale. Et vraiment, je pensais pas que ça serait aussi fluide, aussi rapidement. Donc c'est aussi une belle surprise pour moi, une belle découverte. Et voilà. Et si j'avais une dernière question, vous parlez en quelle langue? En anglais. Voilà. Après moi c'était un de mes critères aussi quand même. C'était l'anglais. J'ai fait espagnol en deuxième langue, comme beaucoup de gens, je pense. Mais quand tu pratiques pas une langue, tu la perds, tu l'as plus. Et l'anglais, bon, quand même, on parle pas de manière bilingue, mais bon, on arrive évidemment à avoir des conversations. Et je trouvais aussi que le fait que les filles évoluent toute l'année dans un environnement anglais, c'était une petite chance supplémentaire à leur donner. Tu vois, et Camilla, elle est bilingue anglais, elle parle très très bien, elle a vécu 1 an au Canada avant, donc je trouve que c'est voilà, c'est une petite chance supplémentaire aussi que tu donnes aux enfants. Bien sûr. Avoir une deuxième langue, alors moi c'est l'anglais, parce que voilà, je trouve que c'est hyper important de savoir parler anglais aujourd'hui et que tu peux rien faire sans parler anglais. Donc c'était un de mes critères. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette là-dessus. Peut-être c'est pas bien, mais en tout cas, voilà, je voulais l'anglais absolument. Après, ça n'empêche pas elle apprenne des mots évidemment en espagnol aux filles, qu'elle leur chante des chansons en espagnol. Quand elle cuisine et quand elle fait pas que des gâteaux, elle fait aussi, tu vois, des tortillas, etc. Ouais. Donc, elle apprend aux filles évidemment une partie de sa culture à elle. Donc tu vois, mais bon, ouais, l'anglais c'était quand même assez important, et parce que nous on est à l'aise en anglais, quoi. Enfin vraiment en espagnol, j'aurais ramé. Et elle parle aussi anglais aux filles? Elle parle anglais aux filles, ouais. Ok. Elle parle que anglais aux filles. Je lui ai demandé de que parler anglais aux filles. Là, maintenant, elle est beaucoup plus à l'aise avec le français.
Donc, je vois bien qu'elle leur parle en français et tout. Elle est, je pense, très contente parce que elle arrive, ça y est, quoi, elle fait des phrases et tout. Donc, elle est très contente aussi de pratiquer. Et elle a besoin de pratiquer sûrement. Bien sûr. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile avec les filles quand elle leur parle en français. Voilà. Après, elle fait les deux, tu vois. Je pense qu'avec ma cadette, elle fait beaucoup d'efforts en français parce que ma cadette ne fait aucun effort pour la comprendre en anglais, mais je pense, sciemment. Ouais. Et mon aînée, elle joue beaucoup plus le jeu. Donc voilà. Elle parle les deux langues, anglais et français. Et ce que je trouve génial dans ce que vivent les filles, dans cet échange aussi, c'est qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent, elles, apprendre quelque chose à l'opère en la voyant apprendre leur langue maternelle, le français. Et je trouve que ça, en termes d'apprentissage, pour l'avoir vécu moi avec mes enfants, c'est une expérience riche pour eux, parce que si petits, de comprendre qu'ils peuvent eux aussi apprendre quelque chose aux adultes, ça leur donne de la considération et de la confiance de façon naturelle. C'est vrai. C'est complètement vrai. C'est dans ce sens-là aussi, ça marche. Ouais. Après, moi, c'est très, très, très cliché ce que je vais dire, mais même, je trouve que pour les enfants si petits, de savoir que, en fait, pour communiquer à n'importe qui dans le monde, eh ben, tu dois faire l'effort d'apprendre d'autres mots, une autre langue, peut-être une deuxième, que ben, on accueille une personne à la maison qui parle déjà deux langues qui sont différentes de la leur. Je trouve que c'est très riche. Elles savent déjà, elles sont déjà positionnées en tant que citoyennes du monde. Tu vois ou pas? Elles savent que ça se limite pas à la France en fait, et que et c'est tellement riche en fait de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à une autre langue, à une autre culture, de savoir qu'on vit différemment ailleurs. Et en fait, tu le sais, tu le lis dans les livres, elles le savent un peu à l'école, mais là, elles le vivent, tu vois, et ça, je trouve ça génial, je trouve ça hyper riche. Voilà, ça sera notre conclusion et notre mot de la fin. Et me voilà comblée parce que de faire grandir une communauté de citoyens du monde, c'est un rêve qui devient réalité. Donc, merci pour ta confiance, Joséphine. Bah, de rien. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.